En l'an de grâce 1851, le sud profond des États-Unis étouffait sous un soleil implacable, lourd de promesses pour certains, de désespoir pour d'autres. La Louisiane, avec ses terres fertiles et ses bayous mystérieux, représentait le cœur battant d'un immense empire cotonnier, une prospérité entièrement bâtie sur le labeur forcé. Ici, les plantations étendaient à perte de vue, des océans verdoyants et cotonneux, où l'opulence ostentatoire des maîtres contrastait violemment avec la misère et la souffrance silencieuse de ceux qui y travaillaient sans relâche. L'air lourd de chaleur et d'humidité portait à la fois le parfum sucré du coton fraîchement cueilli et l'odeur âcre de la sueur, témoignant d'une lutte quotidienne. Au milieu de cette façade de richesse, la vie était une danse macabre entre le pouvoir absolu et la servitude écrasante, où chaque aube apportait son lot de labeur incessant et de nouvelles épreuves, sous un ciel bleu souvent indifférent aux destins humains qui s'y jouaient. Les lois étaient dures, la hiérarchie inébranlable. Au cœur de cette réalité implacable, où le destin de tant d'hommes et de femmes était scellé par la couleur de leur peau, se dressait le colonel Silas Vance. Âgé de 50 ans, il était une figure imposante, dont la seule présence commandait le respect et une crainte palpable. Vance n'était pas un homme ordinaire. Il était le propriétaire de l'une des plus vastes et lucratives plantations de coton de toute la Louisiane, son nom étant synonyme de pouvoir, de prestige, et d'une fortune bâtie sur des générations d'efforts et de labeur forcé. Ses yeux clairs, souvent froids et perçants, scrutaient ces domaines avec une autorité absolue, ne laissant transparaître aucune émotion superflue. Pour les centaines d'âmes asservies qui travaillaient inlassablement ces terres, le colonel Vance était la loi faite homme, un maître dont la volonté était incontestable. Leur destin reposait entièrement entre ses mains, il incarnait à lui seul l'ordre établi, un pilier inébranlable de la société du Sud, fier de son héritage et de son statut, dont la justice était souvent expéditive et sans appel, sans la moindre pitié. Un matin ordinaire, alors que le soleil commençait à peine à percer la brume épaisse des champs de coton, une scène glaçante se déroula dans la cour principale de la plantation. Un jeune esclave, épuisé par le labeur incessant et la maladie, était effondré, incapable de se relever pour la journée de travail. Le contremaître, sans pitié, l'avait traîné devant le colonel Vance. Assis sur sa véranda, sirotant son café, le colonel n'accorda pas un regard direct à l'homme prostré. D'une voix froide et dénuée de toute émotion, il ordonna simplement « Vendez-le. Un corps qui ne produit plus n'a aucune valeur ici. » Cette décision fut prononcée devant tous les autres esclaves, un avertissement brutal et sans équivoque. La valeur d'une vie sur cette plantation ne se mesurait qu'à sa capacité à travailler. La miséricorde n'avait pas sa place dans le royaume du colonel Silas Vance, où l'humain était qu'une simple marchandise destinée à générer du profit. La cruauté de cette sentence, exécutée sans la moindre hésitation, s'ancra profondément dans les cœurs, rappelant à chacun la dureté de leurs conditions. Loin des regards scrutateurs et de l'aura de puissance qu'il affichait devant ses esclaves, le colonel Silas Vance était un homme rongé par une angoisse sourde, une peur glaciale qui lui serrait la gorge chaque nuit. Les chiffres impitoyables de ces registres ne laissaient place à aucun doute, hurlant la ruine imminente de tout ce que sa lignée avait bâti. Des générations d'efforts, de terres acquises et de prestiges soigneusement cultivés menaçaient de s'effondrer comme un château de cartes sous le poids des dettes accumulées. Les récoltes récentes avaient été décevantes, les prix du coton, autrefois si stables, étaient devenus capricieux, et des investissements malheureux avaient creusé un gouffre financier béant. La fierté de son nom, la réputation de sa famille, tout ce qu'il avait cru inébranlable dans le Sud, vacillait dangereusement. Le colonel contemplait ces documents avec des yeux où se lisait désormais une fureur contenue et un désespoir silencieux, réalisant que son empire, bâti sur le travail forcé et l'exploitation humaine, était sur le point de lui échapper. Il était plus le maître absolu, mais une proie. Cette fragilité, cette brèche dans l'armure du colonel n'avait pas échappé à Bartholomew Bart Caldwell, un spéculateur foncier sans scrupules, dont le nom inspirait la méfiance et la crainte dans toute la Louisiane. Caldwell était un homme à l'appétit insatiable, dont la fortune se bâtissait sur les malheurs des autres. Il dévorait les plantations en difficulté avec l'efficacité d'un vautour, laissant derrière lui des familles ruinées et des esclaves vendus à la criée, dispersés sans le moindre égard. Depuis des mois, il rôdait autour des terres de Vance, flairant la détresse financière avec une acuité quasi animale. Ses agents avaient déjà commencé à sonder les dettes du colonel, à évaluer les actifs, prêts à frapper le coup de grâce. Caldwell se délectait de l'idée de s'approprier la prestigieuse plantation Vance, non seulement pour sa richesse,
mais pour le symbole de pouvoir qu'elle représentait, un trophée de plus à ajouter à sa collection macabre. Pour lui, la chute de Vance N était qu'une simple transaction, une opportunité juteuse qu'il n'hésiterait pas à saisir sans la moindre pitié. La menace planant sur la plantation n'affectait pas seulement le colonel. Elle pesait lourdement sur sa famille, en particulier sur son épouse, Eleanor. Femme d'une délicatesse maladive, dont la santé fragile avait toujours été une source d'inquiétude, Eleanor voyait son état se détériorer à mesure que les problèmes financiers s'accumulaient. Les soucis, les nuits sans sommeil, la peur de l'avenir et la perspective de la déchéance sociale rongeaient ses dernières forces, la laissant pâle et affaiblie. Ses 2 jeunes enfants, inconscients de la gravité de la situation, continuaient de jouer dans l'insouciance des privilégiés, mais leur mère, le regard souvent perdu dans le vide, les observait avec une tristesse infinie, redoutant le jour où l'innocence de leur enfance serait brisée par la dure réalité. Pour Eleanor, perdre la plantation, était perdre leur foyer, leur identité, et surtout l'avenir incertain de ses enfants, une pensée insupportable qui la consumait lentement, jour après jour, sans espoir d'amélioration. Pour les esclaves de la plantation Vance, la perspective d'un changement de propriétaire était synonyme d'une anxiété encore plus profonde. Si le colonel Vance était un maître dur, Bartholomew Caldwell était réputé pour sa cruauté sans bornes et son efficacité redoutable à presser chaque once de labeur de ses possessions humaines. Le vieil Elijah, contremaître respecté et sage, sentait le vent tourner. Ses yeux, qui avaient vu tant de misère et de transition, scrutaient l'horizon avec une appréhension palpable. La jeune Sarah, dont l'intelligence vive et la rare capacité à lire et écrire la distinguaient, écoutait attentivement les rumeurs qui circulaient entre les plantations, comprenant que leur destin et leur liberté étaient plus que jamais en jeu. Il savait qu'avec Caldwell, les familles seraient brisées, les conditions de travail pires, et que la moindre résistance serait punie de manière exemplaire. Leur vulnérabilité atteignait un sommet, prise au piège entre la chute d'un maître et l'arrivée d'un tyran encore plus impitoyable, sans aucune échappatoire visible. Un après-midi brûlant, Bartholomew Caldwell fit une apparition ostentatoire sur la plantation Vance, non pas en tant que propriétaire, mais comme un prédateur marquant son territoire. Accompagné de ses avocats et d'hommes de main à l'allure menaçante, il se présenta devant le colonel Vance, qui l'attendait sur la véranda, le visage tendu. Caldwell ignora délibérément la politesse, se penchant vers Vance pour lui chuchoter des mots cinglants sur son incompétence et la certitude de sa chute prochaine, des mots que seuls les 2 hommes pouvaient entendre, mais dont la tension imprégnait l'air. Puis, à voix haute, il lança un avertissement brutal aux esclaves rassemblés, promettant une ère de discipline encore plus sévère, et de labeur accru une fois qu'il aurait pris possession. Cette humiliation publique, cet étalage de pouvoir, fut une gifle pour Vance, et une promesse terrifiante pour tous les autres. Le message était clair. Le colonel était vaincu, et un nouveau règne de terreur était à l'horizon. Avec la faillite du colonel Vance désormais une question de jours, Bartholomew Caldwell n'attendit pas les formalités légales pour affirmer sa domination totale. Il débarqua sur la plantation avec un groupe d'hommes imposants, des créanciers et des brutes, non plus comme un visiteur, mais comme un conquérant sans scrupules. Caldwell se pavana dans la grande maison, ses bottes lourdes résonnant sur les planchers ancestraux, examinant chaque pièce et chaque meuble avec un air de propriétaire. Son regard se posa sur les portraits de famille, les souvenirs d'une lignée fière, avec une moquerie à peine voilée. Il donna des ordres aux domestiques encore sous l'autorité de Vance, ignorant délibérément la présence du colonel, réduisant son ancien maître à un simple spectateur impuissant de l'annexion imminente de son propre domaine. Le message était brutal et sans équivoque. Le passé était mort, et une nouvelle ère de soumission écrasante commençait pour tous. Le colonel Vance fut contraint d'assister à cette profanation de son foyer, chaque geste de Caldwell étant une flèche plantée dans son orgueil blessé. Le spéculateur ne se contenta pas d'inspecter. Il commença à dresser un inventaire minutieux de tout ce qui se trouvait sur la plantation, non seulement des biens matériels, mais aussi des esclaves. Caldwell interrogea les contremaîtres de Vance sur les capacités de chaque travailleur, leur âge, leur santé et leur valeur potentielle sur le marché, comme on évalue du bétail avant une vente. Il ordonna que les registres financiers soient ouverts, épluchant chaque page, débusquant les moindres faiblesses du colonel. Cette humiliation publique, orchestrée sous les yeux de sa propre famille et de ses esclaves, fut une torture lente et insupportable. Vance, qui avait toujours régné en maître absolu, se retrouva dépouillé de toute dignité, relégué au rang d'observateur passif de sa propre déchéance. Mais la cruauté de Caldwell ne s'arrêta pas là. Dans une démonstration de pouvoir calculé, il décida d'un exemple qui glacerait le sang de chacun sur la plantation. Il choisit un vieil esclave, un homme loyal à la famille Vance depuis des décennies,
dont la présence était un pilier pour la communauté, et ordonna sa vente immédiate. Cette décision fut prise non pas pour une raison économique, mais pour le simple plaisir de briser l'esprit du colonel et d'anéantir tout semblant d'espoir. La vente eut lieu sur place, devant le manoir, une transaction rapide et brutale. Le vieil homme fut arraché à sa famille, ses cris se perdant dans le silence choqué de la plantation. Caldwell regarda Vince droit dans les yeux, un sourire narquois aux lèvres, comme pour lui dire « Ceci n'est que le début. Je peux briser tout ce qui vous est cher, un par un, sans la moindre pitié. » Était une exécution symbolique de l'ancien ordre, une inversion de pouvoir totale et impitoyable. État d'Eleanor, déjà précaire et fragile, s'aggrava de façon alarmante avec chaque jour qui passait. Elle assistait, impuissante et terrifiée, à la destruction lente et méthodique de leur monde. Les bruits incessants de Caldwell et de ses hommes résonnant dans la maison, les ordres péremptoires donnés à son mari, la vente brutale du vieil esclave, chaque événement la plongeait un peu plus profondément dans un désespoir sans fond. Ses enfants, bien que jeunes et innocents, percevaient l'atmosphère lourde et l'angoisse grandissante de leur mère. Les jeux insouciants et têtus, remplacés par des regards interrogateurs et des silences pesants. Eleanor toussait plus fréquemment, son souffle devenait plus court. Elle sentait la vie échapper d'elle, non seulement à cause de la maladie, mais aussi de la peur et de l'humiliation. La perspective de voir ses enfants réduits à la misère, de perdre leur identité et leur sécurité, était une torture insupportable, qui consumait ses dernières forces, sans aucun répit. Pour les esclaves, l'arrivée de Caldwell fut un cauchemar devenu réalité, confirmant toutes leurs pires craintes. Dès le lendemain de sa prise de possession officieuse, les conditions de travail se durcirent de manière drastique et impitoyable. Les heures furent allongées bien au-delà de l'épuisement, les rations de nourriture et d'eau réduites à leur strict minimum, et la moindre faute, même la plus insignifiante, était punie avec une sévérité inouïe. Les coups de fouet résonnaient plus souvent et plus fort dans les champs, et les larmes coulaient en silence, sans fin. Caldwell imposa un nouveau contremaître, un homme encore plus cruel et sans pitié que les précédents, dont la seule mission était d'extraire le maximum de labeur de chaque individu, jusqu'à épuisement total. Les familles craignaient chaque jour de voir l'un des leurs vendus, emporté et brisé à jamais. La peur était palpable, lourde, écrasante, et l'espoir semblait être retiré de la plantation, laissant place à une résignation profonde et douloureuse, sans aucune lueur pour l'avenir. Le colonel Vance atteignit le fond du gouffre, un point de non-retour dans sa fierté et son existence. Assis seul dans son bureau autrefois majestueux, désormais envahi par les documents de Caldwell et l'odeur âcre du tabac bon marché de ses hommes, il ressentit une solitude et un désespoir insondables. Tout ce qu'il avait bâti avec tant d'efforts, tout ce qu'il avait cru être sa destinée et l'héritage de sa lignée, s'effondrait sous ses yeux, sans qu'il puisse rien faire. La fierté de son nom, l'honneur de sa famille, tout était piétiné et déshonoré. Hélène était plus le maître, mais une ombre, une relique d'un passé révolu, impuissant face à la marée montante de la ruine. La douleur de voir sa femme dépérir, ses enfants menacés de pauvreté, et ses esclaves souffrir sous un joug encore plus cruel, le rongeait de l'intérieur, le consumait entièrement. Il n'y avait plus d'échappatoire visible, plus de solution, seulement l'abîme béant de la déchéance et de la honte éternelle, sans fin. L'horizon de la plantation Vance, autrefois symbole de puissance et de sécurité, était désormais celui d'une prison sans murs, dont les barreaux étaient faits de dettes, de l'humiliation et d'un désespoir glacial. Caldwell avait verrouillé toutes les portes, fermé toutes les issues, s'assurant que le colonel et les siens ne puissent faire aucun mouvement sans sa permission. Pour Vance, sa famille et les esclaves, l'idée même d'une échappatoire semblait absurde, une chimère lointaine et inaccessible. Le colonel, autrefois si fier, était brisé, son esprit et son corps pliant sous le poids d'une défaite totale, incapable de trouver la moindre lueur d'espoir. La situation était devenue un cul-de-sac, une impasse mortelle où l'espoir était éteint pour de bon. Était la phase la plus sombre, le point le plus bas, où chaque âme de la plantation croyait que son destin était scellé, sans retour possible ni aucune chance de rédemption. Si cette descente aux enfers vous tient en haleine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, et de commenter ci-dessous ce que vous pensez de cette histoire. Le colonel Vance, brisé par l'humiliation et la perspective de la ruine, errait dans les couloirs de sa propre maison, désormais hanté par l'ombre de Caldwell. La vision de sa femme, Eleanor, dépérissant sous ses yeux, et le sort incertain de ses enfants le consumaient. La fierté de son nom, autrefois son armure, était devenue un fardeau insupportable. Chaque jour apportait son lot de nouvelles vexations, de rappels brutaux de son impuissance. Dans le secret de son esprit tourmenté,
Une idée impensable, une graine de désespoir teintée d'une lueur de survie, commençait à germer. Était une trahison de tout ce qu'il avait toujours défendu, une rupture avec les codes inébranlables de son monde. Pourtant, face à l'abîme, la survie exigeait des mesures extrêmes, même les plus moralement répugnantes à ses propres yeux. Il devait choisir entre l'anéantissement total ou une alliance maudite. La décision ne fut pas prise à la légère, mais forgée dans le creuset de la peur la plus profonde. La perspective de voir sa famille réduite à la mendicité, ses enfants sans avenir et sa femme mourir de chagrin, était une torture bien plus grande que l'idée de rompre avec les conventions. Une nuit, alors que le silence de la plantation était seulement brisé par les bruits lointains des animaux et le vent dans les arbres, le colonel Vance prit sa résolution. Il allait défier Caldwell, le système et même sa propre conscience pour sauver les siens. Il savait que cela exigerait une audace folle, une dissimulation parfaite et une confiance aveugle en des personnes qu'il n'avait jamais considérées comme ses égales. La survie de sa lignée dépendait désormais d'un pacte secret, un accord impensable qui allait redéfinir son monde et le sien. Au petit matin, avant que le soleil ne darde ses premiers rayons, le colonel Vance envoya discrètement un message à Elijah, le vieux contremaître. La rencontre eut lieu dans la petite cabane isolée, loin de tout regard indiscret. L'air était lourd de tension et d'une suspicion mutuelle. Vance, la voix basse et chargée d'une gravité inouïe, proposa l'impensable. Une alliance secrète. Il expliqua la situation désespérée, la menace de Caldwell, et son plan audacieux, pour dissimuler les biens, saboter les opérations du spéculateur et maintenir une façade trompeuse. En échange, il promit la liberté, une part de la terre et des bénéfices, non pas comme des esclaves affranchis, mais comme des partenaires. Le silence qui suivit fut pesant, Elijah écoutant chaque mot avec une sagesse imperturbable, ses yeux profonds, jaugeant l'homme devant lui. Elijah, dont les yeux avaient vu des décennies de cruauté et de fausses promesses, ne montra aucune émotion immédiate. Il écouta le colonel, le visage impassible, puis demanda du temps, une requête inhabituelle qui soulignait la gravité du moment. Il savait que la confiance était une monnaie rare et précieuse, surtout entre un maître et ses esclaves. Il rassembla ensuite un petit groupe d'hommes et de femmes de confiance, des âmes endurcies par la vie mais dotées d'une intelligence aiguisée, et d'un désir ardent de liberté. Il leur exposa la proposition de Vance, mesurant attentivement leur réaction. Le scepticisme fut palpable. Après tant de souffrances, l'idée qu'un maître puisse offrir la liberté, et même une part de sa terre, semblait une ruse trop belle pour être vraie, un piège cruel destiné à renforcer leur servitude, une dernière humiliation avant l'anéantissement. C'est alors que Sarah, la jeune femme à l'esprit vif, et aux doigts agiles pour la lecture, prit la parole. Ses mots, clairs et mesurés, coupèrent à travers le murmure de la méfiance. Elle rappela à tous la cruauté sans limite de Caldwell. Un sort pire que tout ce qu'ils avaient connu. Elle souligna que Vance, bien que leur maître, était désormais lui aussi une victime, acculée au désespoir. Son offre, aussi incroyable fût-elle, représentait une chance unique, un infime espoir de liberté et de dignité, une opportunité de transformer leur misère en une victoire inattendue. L'alternative était la certitude d'une servitude encore plus brutale et sans fin. Ces paroles, portées par une logique implacable et un courage silencieux, firent pencher la balance. Le groupe, après de longues minutes de réflexion, accepta le pacte, non sans une prudence ancrée au plus profond de leurs âmes. Le pacte scellé, une étrange alliance prit forme dans le secret de la plantation. Le colonel Vance, Elijah et Sarah devinrent les architectes d'un plan audacieux. La première étape fut de dresser un inventaire mental de tous les biens de valeur qui pouvaient être déplacés ou cachés, sans éveiller les soupçons de Caldwell. Des sacs de pièces d'or furent enterrés, des bijoux de famille dissimulés dans des recoins insoupçonnés, et même certains documents importants furent échangés contre des faux. La confiance, si fragile au début, commença à se tisser entre le maître déchu et ceux qu'il avait toujours considérés comme sa propriété. Vance se retrouva à dépendre entièrement de leur ingéniosité et de leur connaissance intime du terrain, des caches secrètes et des rouages de la plantation. Cette dépendance forcée fut le début d'une transformation profonde pour lui. Pendant que Caldwell se pavanait dans la maison principale, observant les préparatifs de son acquisition, le plan se déroulait en coulisses. Les esclaves, sous la direction discrète d'Elijah et Sarah, feignaient une obéissance totale, travaillant avec une diligence apparente, qui masquait leurs véritables intentions. Ils commençaient à déplacer des outils essentiels vers des emplacements cachés, à saboter discrètement certaines machines agricoles, pour qu'elles semblent usées par le temps et non par la négligence, et à manipuler les registres de production. Le colonel Vance, quant à lui,
jouait son rôle d'homme vaincu à la perfection. Il affichait une résignation totale, un air abattu qui trompait Caldwell et ses hommes, les confortant dans l'idée de sa défaite. Chaque jour, il apprenait à dissimuler ses émotions, à devenir un acteur dans sa propre tragédie orchestrée. Au fil des jours, Vance observait Elijah et Sarah avec un regard nouveau. Il voyait leur intelligence, leur ingéniosité et leur courage, des qualités qu'il avait toujours niées ou sous-estimées chez eux. Les discussions secrètes, les moments de planification où leurs esprits s'unissaient pour déjouer Caldwell, brisaient lentement les murs de préjugés qu'il avait érigés toute sa vie. Il réalisait que ces hommes et femmes, n'étaient pas de simples outils, mais des êtres humains, dotés d'une profondeur insoupçonnée, capables de stratégie et d'une loyauté farouche envers une cause qui était désormais la leur. Cette transformation intérieure était douloureuse, remettant en question toutes ses convictions sur la race et la hiérarchie sociale. Il commençait à comprendre que la vraie force ne résidait pas dans la domination, mais dans l'alliance et le respect mutuel. Le plan secret prenait de l'ampleur, chaque petite victoire alimentant l'espoir et renforçant la détermination de l'alliance. Caldwell, aveuglé par son arrogance et sa certitude de triompher, ne voyait rien venir. Il était trop occupé à savourer son pouvoir grandissant et à humilier le colonel Vance pour remarquer les subtiles manipulations qui se tramaient sous son nez. La tension sur la plantation était palpable, un mélange étrange de résignation feinte et d'une énergie secrète et frémissante. Le public, conscient de ce jeu dangereux, commençait à ressentir un frisson d'excitation, espérant ardemment que cette alliance improbable parviendrait à déjouer le tyran. Le sort de la plantation, de la famille Vance et de tous les esclaves reposait sur la réussite de ce pari fou, un pari où la liberté était le prix ultime. La mise en œuvre du plan exigeait une précision chirurgicale et une discrétion absolue. Sarah, forte de sa capacité rare à lire et écrire, devint les yeux et les oreilles de l'Alliance, son courage égalant son intellect. Nuit après nuit, sous le regard vigilant d'Elijah, elle s'introduisait discrètement dans le bureau du colonel Vance, une tâche périlleuse. Elle y consultait les registres financiers, les contrats de vente et les correspondances avec les créanciers de Caldwell, cherchant le moindre détail. Chaque chiffre, chaque clause, était méticuleusement étudié, non pas pour être compris dans son sens originel, mais pour y déceler des failles, des opportunités de manipulation, des pistes pour la vengeance. Elle copiait des extraits, créait de faux documents qui semblaient authentiques, et identifiait les biens les plus précieux à dissimuler ou à rendre invisibles aux yeux de l'usurpateur. Le colonel Vance, quant à lui, restait en retrait, forcé de laisser les rênes à Sarah et Elijah, apprenant à faire confiance à leur astuce. Il comprenait que leur intelligence, longtemps sous-estimée et niée, était désormais sa seule voie de salut, une vérité amère mais salvatrice pour sa famille. Parallèlement à la collecte de preuves, la manipulation des biens et des registres devint une danse complexe. Sous les directives subtiles d'Elijah, des groupes d'esclaves déplaçaient discrètement des réserves de coton de haute qualité vers des entrepôts cachés dans les bayous, remplaçant ces balles par d'autres de moindre valeur, ou par des chargements partiellement endommagés par l'humidité. Les bêtes de somme les plus robustes, les outils agricoles les plus performants, étaient progressivement échangés contre du matériel usé ou défectueux, sans que Caldwell n'y prête attention, trop absorbé par sa victoire. Les comptes de production étaient truqués, affichant des rendements bien inférieurs à la réalité, peignant un tableau de déclin pour la plantation. Les registres de dette étaient également subtilement altérés, complexifiant la tâche de Caldwell et semant la confusion dans ses évaluations. Chaque action était minutieusement coordonnée, chaque mouvement calculé pour donner l'impression d'une gestion défaillante, non d'un sabotage organisé, rendant la plantation moins attrayante à tel œil d'un prédateur. Le sabotage physique, quant à lui, se manifestait avec une subtilité diabolique. Les canalisations d'irrigation, essentielles aux champs de coton, étaient discrètement obstruées, provoquant des ruptures inattendues et des fuites. Les charrues et les semoirs, pourtant bien entretenus, subissaient de malheureux accidents qui les rendaient temporairement inutilisables, nécessitant des réparations coûteuses et un temps précieux. Les clôtures des pâturages étaient régulièrement endommagées la nuit, permettant au bétail de échapper, causant des pertes, et exigeant des heures de recherche épuisantes. Ces incidents, toujours isolés et attribués à la malchance ou à la négligence, créaient un sentiment de désordre rampant sur la plantation. Caldwell, malgré son œil acéré pour le profit, interprétait ces événements comme des signes de la mauvaise gestion de Vance et du déclin général de la plantation, se réjouissant de l'opportunité d'acquérir un domaine à bas prix, sans se douter qu'il tombait dans un piège savamment orchestré. Pendant que l'Alliance tissait sa toile invisible, Bartholomew Caldwell continuait de se pavaner sur la plantation avec une arrogance grandissante.
Il était convaincu d'avoir le colonel Vance à sa merci, savourant chaque humiliation infligée. Ses visites devenaient plus fréquentes, ses ordres plus impérieux, ses menaces plus directes. Il se délectait à donner des instructions au contremaître de Vance, à évaluer les esclaves avec un regard froid et calculateur, à faire des plans pour la modernisation des lieux, après son acquisition. Caldwell se voyait déjà maître de la prestigieuse plantation Vance, ajoutant ce trophée à sa collection. Il interprétait le silence et l'air abattu de Vance comme une preuve de sa défaite totale, une acceptation résignée de son sort. Son hubris était tel qu'il ne percevait pas les subtils dysfonctionnements, les retards inexpliqués, ou les chiffres étranges qui commençaient à apparaître dans les rapports. Sa certitude de victoire était une véritable forteresse d'ignorance. Le colonel Vance, quant à lui, jouait son rôle d'homme vaincu à la perfection, un masque de résignation couvrant une détermination de fer. Chaque jour passé à endurer les affronts de Caldwell, à voir sa famille trembler de peur, renforçait sa résolution. La transformation intérieure se poursuivait, plus profonde encore qu'il ne l'aurait imaginé. Il ne voyait plus Elijah et Sarah comme de simples instruments, mais comme des partenaires essentiels, des âmes courageuses, dont la loyauté était devenue son encre. La fierté ancestrale de son nom était muée en une fierté nouvelle, celle de protéger les siens, y compris ceux qu'il avait autrefois asservis. Il apprenait la patience, la dissimulation et la force qui résident dans l'unité inattendue. Vance réalisait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la domination, mais dans la capacité à s'adapter, à s'allier, et à combattre l'injustice par la ruse. Ce chemin était douloureux, mais il était le seul pour la survie. Le temps passait, et le réseau de tromperie et de sabotage se resserrait lentement autour de Caldwell, comme un étau invisible. Les incidents sur la plantation s'accumulaient, créant un tableau de chaos organisé. Les stocks de coton de qualité semblaient mystérieusement bas, la terre paraissait moins fertile que dans les registres anciens, et les machines étaient constamment en panne. Caldwell, tout en notant ces problèmes, les attribuait à la négligence de Vance, et voyait cela comme une justification pour abaisser encore le prix de l'acquisition. Il était si sûr de sa proie, qu'il négligeait de mener des enquêtes approfondies, confiant dans le fait que la plantation était un fruit mûr tombant entre ses mains. Il ne voyait pas que chaque problème était une épine plantée avec intention, chaque perte, une graine semée pour sa propre ruine, chaque document altéré une bombe à retardement. Les derniers jours avant la prise de possession officielle furent marqués par une tension palpable sur la plantation. L'Alliance avait achevé son œuvre. Les biens de valeur étaient cachés, les registres manipulés, les sabotages en place. Chaque membre de l'Alliance savait que le moment de la confrontation était imminent, que le destin de tous se jouerait dans les heures à venir. Caldwell, insouciant, annonça la date finale de son acquisition, son sourire de prédateur gravé sur le visage. Il se préparait à célébrer sa victoire, à savourer la chute de Vance. Mais sous cette façade de certitude, un abîme s'ouvrait lentement sous ses pieds, un abîme creusé par la vengeance silencieuse et la ruse inattendue. Le public sentait la fin de l'attente, la justice imminente, et la promesse d'une confrontation où le chasseur allait devenir la proie, sans que personne ne s'y attende. Le jour tant attendu par Caldwell arriva, lourd d'une chaleur oppressante et d'une tension silencieuse. Bartholomew Caldwell, le sourire arrogant collé aux lèvres, se présenta à la plantation Vance, accompagné de ses avocats et de créanciers, prêts à officialiser sa victoire. Il portait en lui la certitude d'acquérir un empire à bas prix, savourant déjà l'humiliation finale du colonel Vance. Ce dernier, les traits tirés et l'air abattu, l'attendait sur la véranda, jouant à la perfection son rôle d'homme vaincu. Les esclaves, rassemblés au loin, observaient la scène avec des cœurs lourds, mais un secret espoir brillait dans leurs yeux, invisible aux yeux du prédateur. Caldwell s'imaginait déjà le nouveau maître absolu, le conquérant de la prestigieuse lignée Vance. Les premières formalités débutèrent dans le bureau du colonel, où les documents de transfert devaient être signés. Caldwell, pressé d'en finir, commença à parcourir les registres et les actes de propriété avec ses avocats. Très vite, des murmures inquiets se firent entendre. Des contradictions apparurent, des clauses imprévues, des dettes foncières inattendues rattachées à des parcelles clés. Les documents, subtilement altérés par Sarah avec une précision diabolique, peignaient un tableau financier bien plus complexe et précaire que ce que Caldwell avait anticipé. Son sourire se figea, remplacé par une expression de perplexité grandissante. Ce qui devait être une simple formalité se transformait en un véritable casse-tête juridique. Puis vint l'inspection des biens matériels, ce que Caldwell considérait comme le cœur de son acquisition. Il s'attendait à trouver des champs regorgeant de coton de qualité supérieure, des machines robustes et un cheptel florissant. Au lieu de cela, il découvrit des balles de coton d'une qualité médiocre,
visiblement altérés par l'humidité ou des mélanges douteux. Les machines agricoles, censées être en parfait état, semblaient usées, souvent en panne, nécessitant des réparations coûteuses. Le bétail, maigre et moins nombreux que dans les registres originaux, errait dans des pâturages aux clôtures endommagées. La valeur de la plantation s'effondrait sous ses yeux, chaque problème étant une preuve flagrante du sabotage orchestré. Le coup de grâce survint lorsque Caldwell exigea la présentation de tous les esclaves, son actif le plus précieux. Il voulait évaluer leur nombre, leur santé et leurs compétences. Mais un nombre significatif, et non des moindres, était introuvable. Les plus jeunes, les plus robustes, ceux qui possédaient des compétences rares, avaient fui, discrètement dans les jours précédents, suivant les directives d'Elijah. Caldwell, furieux, réalisa que son capital humain était considérablement réduit, et que les esclaves restants étaient souvent les plus âgés, ou les moins aptes au travail intensif. La valeur de sa nouvelle acquisition venait de chuter brutalement, le privant d'une grande partie de ses futurs profits. Caldwell, le visage écarlate de fureur et de déception, se tourna vers Vance, exigeant des explications. Le colonel, les yeux baissés, répondit d'une voix basse et résignée, jouant son rôle à la perfection. Il attribua les problèmes à sa propre mauvaise gestion, à des récoltes imprévisibles, à la malchance et à l'indolence naturelle des esclaves. Il insista sur le fait que la plantation était en déclin depuis des mois, un fait qu'il avait tenté de dissimuler par orgueil. Il déplora les fautes qu'il avait commises, feignant un profond désespoir. Le spectacle était si convaincant que même les avocats de Caldwell, bien que suspicieux, ne purent trouver de preuves d'une tromperie délibérée. La confrontation se transforma en une humiliation publique pour Bartholomew Caldwell. Ses avocats confirmèrent que, malgré l'acquisition officielle de la plantation, Caldwell héritait surtout d'un fardeau colossal de dettes, de biens dévalués, et d'une œuvre insuffisante. Son image d'homme d'affaires impitoyable et infaillible fut brisée sous les yeux de tous. Il avait été dupé, non pas par une ruse grossière, mais par un stratagème d'une subtilité insoupçonnée, orchestré par un homme qu'il croyait avoir vaincu. La plantation Vance, qu'il avait tant convoitée, était désormais un piège financier, un trophée empoisonné qui allait le ruiner. Caldwell, vaincu et publiquement déshonoré, fut contraint de battre en retraite, son empire de papier s'effondrant autour de lui. Le colonel Vance, bien que dépouillé aux yeux du monde, ressentit une immense catharsis. Il avait non seulement sauvé sa famille de la misère la plus totale, mais il avait aussi, et surtout, garanti la liberté et un avenir pour Elijah, Sarah et les autres esclaves, qui avaient risqué leur vie pour lui. La justice silencieuse avait triomphé, une victoire inattendue où l'oppresseur était tombé, non par la force brute, mais par la ruse et l'alliance improbable, laissant un sentiment de satisfaction profonde et méritée. Bartholomew Caldwell, le prédateur aux dents longues, ne tarda pas à subir les conséquences amères de son acquisition viciée. La plantation Vance, qu'il avait tant convoitée comme un symbole de sa puissance, se révéla être un véritable fardeau financier. Les dettes, subtilement gonflées par les manipulations ingénieuses de Sarah, s'accumulaient à une vitesse fulgurante. Les récoltes, sabotées avec une discrétion absolue, restaient désespérément maigres, et la Minde, œuvre restante, bien que toujours asservie en apparence, offrait une résistance passive qui paralysait efficacement toute production. Caldwell, aveuglé par son orgueil et incapable de démêler ailes et chevaux de la tromperie, vit sa fortune s'effriter inexorablement. Il fut contraint de revendre la plantation à perte, ruiné et publiquement humilié, son nom désormais synonyme de défaite cuisante. La justice, lente et insidieuse, avait frappé l'usurpateur au plus profond de son être, pulvérisant son empire et sa réputation dans un déshonneur total. Pendant que Caldwell s'enfonçait dans la ruine la plus totale, le colonel Vance et sa famille, aux côtés d'Elijah, Sarah et de tous les autres esclaves libérés, avaient déjà entamé une nouvelle vie. Utilisant les fonds et les biens astucieusement dissimulés, ils achetèrent discrètement des terres isolées, loin des regards indiscrets et des préjugés du vieux Sud. Dans cette nouvelle enclave, ils fondèrent une communauté agricole inédite, basée sur des principes d'égalité, de respect et de collaboration, impensables pour elle, époque. Les anciens esclaves étaient plus des propriétés humaines, mais des partenaires à part entière, chacun contribuant de son travail acharné et partageant équitablement les fruits de leurs efforts. Était une entreprise clandestine, un défi audacieux et silencieux aux lois oppressives du Sud, où les barrières raciales étaient effondrées devant la nécessité, la confiance mutuelle et un désir ardent de construire un avenir juste pour tous, sans exception. Le destin de la famille Vance fut irrémédiablement transformé par ce pacte secret et cette alliance improbable, scellée dans le creuset de la survie. Ils avaient certes perdu leur statut social élevé,
leur fortune traditionnelle et le prestige ancestral de leur nom dans le Vieux Sud, mais en échange, ils avaient gagné une vie nouvelle, bien plus riche en sens, en valeurs humaines et en dignité. Le colonel Silas Vance, autrefois un maître absolu et un pilier de l'ordre esclavagiste, devint un simple membre de cette communauté, son autorité désormais fondée sur le respect mutuel, l'expérience partagée et la justice, et non plus sur la force ou la naissance. Ces enfants grandirent dans un environnement unique, où la couleur de la peau n'était pas une barrière, mais une richesse, apprenant des valeurs de dignité, d'égalité et de collaboration qui dépassaient de loin les codes étroits et cruels de leur ancien monde. Était un héritage de résistance silencieuse, une preuve vivante et éclatante que l'on pouvait choisir de réécrire son destin, même au péril de tout ce que l'on avait toujours connu. Cette histoire, celle du colonel Vance et de ses alliés inattendus, nous rappelle avec force que la vraie nature de la liberté et du pouvoir ne réside pas dans la domination brute, mais bien dans la capacité profonde à choisir la justice et l'empathie. Elle nous montre que, même dans les temps les plus sombres et sous les plus grandes pressions sociales, la nécessité et le courage peuvent forger des alliances improbables qui transcendent toutes les barrières arbitraires imposées par la société. C'est le récit puissant d'une vengeance qui n'est pas faite de sang versé, mais de dignité retrouvée, d'une revanche morale où l'oppresseur est tombé par sa propre cupidité aveugle, et où les opprimés ont trouvé leur voie vers un avenir meilleur et équitable, redéfinissant ainsi ce que signifie réellement famille et héritage pour les générations futures. Si cette histoire vous a profondément touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime, et de commenter ici ce que vous en avez pensé.